Est-ce qu'il y a une opportunité d'investissement sur Pull-Up Entertainment, ancien Focus Home Interactive? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent des vidéos sans être abonnés. Faites-le, ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Pull-Up Entertainment. Alors, c'est pas flambant. Ça s'est craché en 2024 et depuis, le cours semble retrouver un peu de vigueur. Bon là maintenant on plafonne un petit peu. On est sur les 19 €. Le plus haut récent c'est 25 €. Est-ce que ça va se reprendre? On va regarder ça ensemble. On rappelle, hein, Pull-Up c'est un éditeur de jeux vidéo. Ils ont la licence Warhammer 40 000 qui a bien marché. Donc il y a de la croissance. Donc eux ils publient leurs chiffres en décalé. Donc ils clôt leur exercice comptable en mars. Ils ont publié ça en juin. On a fait 108% de croissance, c'est exceptionnel, hein. Maintenant on voit que c'est très cyclique. Bon, le problème de ce genre d'activité, déjà c'est une micro-cap. Donc voilà, les micro-cap ça vient avec des considérations de est-ce que les intérêts du management sont bien alignés avec les minoritaires? C'est encore plus important sur les micro-cap. Est-ce qu'il y a des conventions réglementées par exemple qui peuvent du coup impacter les minoritaires? Et puis on va aussi dépendre d'un secteur d'activité, du succès en fait des jeux vidéo qu'on sort. Donc ça dépend, c'est très volatile, hein. On voit qu'il y a eu des années quand même de souffrance. Bon ici, 2021-2020, on va dire que c'est le contre-coup de la période de confinement, par la période de confinement, il y a eu une forte hausse, quoique c'était un peu avant. Donc je connais pas assez la société, hein, pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance, énormément de croissance ici. Mais pour le ralentissement en 2021-2022, on peut se douter que c'est le déconfinement. Ensuite, on a eu quand même des années des trimestres de forte croissance, hein. Et là, donc du coup, on est quasiment au plus haut en termes de croissance. 101%, c'est exceptionnel. Non, voilà, très cyclique. Et faire de la croissance, c'est bien, mais c'est pas tout. Il faut que derrière, ce soit rentable. Alors, est-ce qu'ils font des acquisitions d'ailleurs? Hop, ils ont fait 433 millions. Je ne sais pas si ce chiffre est véridique, mais dans ce cas-là, c'est un désastre, hein. Ils ont fait 433 millions d'acquisitions en 10 ans. La market cap est à 159 millions. Donc ça, red flag. Ça veut dire que si ce chiffre est vrai, ils ne savent pas faire des acquisitions. Ils surpayent tout. Et donc, ils ont dû amortir, déprécier le goodwill derrière. Parce que en fait, les acquisitions passées n'ont pas délivré du tout leurs fruits. Ils ont détruit de la valeur. Donc, track record mauvais en termes d'acquisition. On va regarder les marges. Bon, le jeu vidéo, c'est un peu comme le logiciel. Maintenant, alors eux, je comprends pas pourquoi ils ont des taux de marge brut en dessous du taux de marge d'EBITDA. Donc, il faut regarder comment c'est calculé de leur côté, évidemment. Normalement, on a un taux de marge brut dans les éditeurs de jeux vidéo qui sont comme dans le logiciel, hein, donc 80%. Ici, c'est pas le cas, mais après, il faut voir comment ils comptent ça, hein. Les taux de marge ne sont pas normalisés, en fait, hein. Marge brute, marge d'EBITDA, marge nette, c'est pas vraiment normalisé. La marge nette, si, mais les autres marges, non. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. On va dire que le taux de marge d'EBITDA, en revanche, c'est en hausse. Il est très élevé à 35%. Donc là, ça, c'est plutôt rassurant. Là, en plus, la trajectoire est haussière. Donc, c'est plutôt bien. Le taux de marge net est faible, je trouve, hein, quand même, pour un éditeur logiciel, enfin un éditeur de jeux vidéo. Mais bon, c'est à peu près pareil. On est sur 5%. Est-ce que les free cash flow viennent sauver tout ça? Parce que là, c'est pas incroyable, en fait, hein. Hop, on est sur un taux de marge de free cash flow qui est bien plus élevé. Donc, c'est une boîte, en fait, qui souvent dégage plus de free cash flow que de bénéfices nets. Et donc ça, c'est encourageant. On va voir que, bon, du coup, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait beaucoup de croissance, mais que pour l'instant, la société n'est pas très qualitative non plus. Mais c'est une petite boîte qui est en train de gagner des parts de marché. Donc, il faut se dire que la profitabilité va s'améliorer par la suite. Est-ce qu'on est à BFR négatif? Est-ce qu'on a déjà des bénéfices nets équivalents au free cash flow ou plus élevés? Donc non, pas de free cash flow soi-disant. Donc là, la boîte, elle investit massivement, hein. Pourquoi elle a des free cash flow négatifs? C'est qu'on a de la dépense en capital élevée. Si on regarde alors les CAPEX, hop, ils sont en accélération, hein, ça c'est en cumulé, ils sont en accélération depuis 2020. Donc on investit massivement, alors que les dépréciations, amortissements, elles sont très faibles. Donc là, ça nous dit que la boîte, soit elle a vu de la croissance future et elle sait qu'elle va continuer à faire de la croissance. Pour l'instant, c'est le cas, hein. Elle arrive à faire une énorme croissance. Du coup, elle investit massivement dans son appareil productif. Il faut que ça délivre ses fruits derrière, quoi, hein, parce que là, pour l'instant, les free cash flow en cumulé, c'est négatif sur 10 ans. Donc pour l'instant, on n'a pas vu de cash, hein, sur cette boîte, malheureusement. Est-ce qu'on est BFR négatif sur Pull-Up? Alors, networking capital, oui, BFR négatif, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on arrive à faire payer les clients avant que la boîte doive faire payer ses fournisseurs. Donc ça c'est bien, ça nous permet de financer l'activité via les clients directement. Ensuite,
est-ce que justement ce BFR s'améliore? Si on fait change in net working capital, non, ça se dégrade, malheureusement. Donc là, si ça se trouve, on va repasser à BFR positif dans quelques publications. Bon, ça, c'est pas incroyable. Maintenant, c'est pas, une énorme part. À mon avis, ça va pas aller très haut en termes de BFR, mais bon, c'est à prendre en considération. Ensuite, si on regarde, donc on a vu dépréciation amortissement par rapport aux dépenses en capital, hein, donc énorme, dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissement, donc une énorme CAPEX d'expansion. Ensuite, on peut regarder s'il y a du other non-cash items qui est en fait de l'exceptionnel, de la dépréciation exceptionnelle, on en a pour moins 141 millions. Donc ça, c'est en fait, ça attaque les free cash flow, hein. Ça, c'est de la vraie dépense quand c'est négatif. Donc pas ouf, hein, pas ouf. On n'a pas de free cash flow sur cette boîte. Donc ça, c'est pas incroyable, il faut pas que ça perdure. Si on dézoome un petit peu, si on regarde sur un an, ça s'améliore. Donc sur un an, on commence à avoir les free cash flow, c'est bien. Sur 3 ans, c'est pas le cas. Donc il va falloir attendre un petit peu. Bon, on a déjà des free cash flow positifs sur un an. Voyons si ça continue. C'est un signe encourageant ici. Pour valoriser l'entreprise, bon, moi je m'appuierai plutôt sur la valeur d'entreprise, sur EBITDA, puisque ça évite les problèmes. Finalement, et ça permet de comparer toutes les entreprises entre elles. Donc on va aller regarder ça après. D'abord, on va faire un tour sur la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. On est sur une médiane de 9,5. Alors hop, je dézoome, évidemment. Médiane de 16,8, pardon. Sur une 10 ans. On a bien chuté depuis 2021. Malheureusement, la rentabilité s'est dégradée. Là, elle a touché un point bas en 2024 où on a fait une perte en fait opérationnelle. Depuis, ça se reprend. Petit à petit, on va peut-être revenir coller à la médiane. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils arrivent à mieux gérer les opérations. Ça veut potentiellement dire aussi qu'ils gagnent des parts de marché, hein, puisque quand on gagne des parts de marché, on a les coûts les plus bas et donc la meilleure rentabilité. Excellent. Enfin, excellent. Encourageant, on va dire. Encourageant. Ensuite, l'endettement. Bon, 80 millions de dettes, EBITDA 136 millions. Il n'y a pas de sujet sur la dette. On est à la moitié de l'EBITDA à peu près. Donc c'est soutenable et je pense que la trajectoire de la dette va être baissière. On commence à avoir des free cash flow positifs, ça représente 1,5 fois les free cash flow, très bien. Donc la dette, c'est pas un problème à ce niveau. Est-ce qu'il y a de la rémunération de l'actionnaire? Alors, dividendes, les actions en circulation et on va regarder le rendement de l'actionnaire. Alors, free cash flow 52 millions, un dividende quasiment zéro. Moi, je pense que c'est raisonnable, hein. Il n'y a pas de raison de verser un dividende encore. On fait beaucoup de croissance, on a encore besoin de financer la croissance. Donc, pas besoin de verser de dividendes à ce stade-là. C'est pas du tout une action pour un rentier. Donc, ça a du sens. Alors, ici, il faut vérifier un truc. On est sur moins 14 en rendement de l'actionnaire. Quand il y a une telle dilution potentielle, quand il y a autant d'actions qui sont mises en circulation, hein, comme on voit ici, c'est pas forcément qu'il y a une augmentation de capital. Il y a peut-être aussi eu un split. Il faut regarder si l'action a été splittée, c'est-à-dire que est-ce qu'ils ont divisé le nominal de l'action. Ça, c'est un biais qu'il peut y avoir dans le logiciel. S'ils ont fait une augmentation de capital, comme on le voit ici, ça, c'est très moche. C'est très laid parce que, en fait, ils diluent les actionnaires. Et donc, vous faites du surplace en tant qu'actionnaire. Oui, le cours de l'action, il monte. Et puis, d'un coup, bam, il vous dilue. Et donc, vous revenez à zéro sur, sur les gains en capital que vous avez fait. Donc, ça, il faut absolument clarifier ce point-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette variation du nombre d'actions en circulation? Si c'est un split, aucun impact. Si c'est une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, à la rigueur, ça va. C'est-à-dire que si vous voulez rester au capital sans être dilué, vous pouvez acheter, vous pouvez souscrire les actions avec vos bons droits préférentiels de souscription, en général à un prix moins cher que les actions qui seront émises. Bon, mais si c'est une augmentation de capital sans augmentation, sans DPS, là vous êtes flingué quoi, en tant qu'actionnaire. Donc ça, c'est pas incroyable. La valorisation maintenant. On va regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA. Eh ben, c'est pas cher, hein. Sur 10 ans, ça se traite 7 fois. À 7 fois. Actuellement, on a 2 fois. Donc, là, ça peut tripler, hein. Ça peut tripler, mais c'est le problème aussi sur ces small cap, et ça va être la conclusion, sur ces micro cap même, vous êtes tributaire à 100% des décisions du management. Il n'y a pas d'organe de gouvernance sur ce genre de petite boîte avec un conseil d'administration qui a essayé de préserver les intérêts des minoritaires. Donc, à la merci des décisions de gestion. C'est une industrie qui est tricyclique et hyper concurrentielle, donc aussi à la merci d'un titre qui est mal reçu par le marché. Donc volatile, potentiel énorme, risque assez élevé à mon avis. Ça peut le faire si vous êtes intéressé avec une petite portion de votre capital. Mais à mon avis, c'est trop volatile pour que ce soit une grosse position. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.